Il y a eu quand même pas mal de news qui se sont passées sur la FGC en général et sur, évidemment sur la Strikers. Les news vont être principalement portées autour de Attack City of the World. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mon casque? Hop. C'est quelque chose que j'aurais dû préparer avant de faire le film. Hop. Comme ça, on évite de faire une cacophonie sur le micro. J'espère que ça va bien en tout cas. Voilà, c'est nickel. Alors, donc oui, les news vont porter principalement autour de City of the World. Je sais pas si ça peut remarquer juste ici, les community highlights, c'est du City of the World, City of the World, City of the World. Évidemment, on va en parler en détail sur les news qu'on a à apporter et aussi sur les news qui sont autour de la communauté sur ce jeu. On va commencer tranquillement avec pourquoi est-ce que des gens ressentent un manque de physicalité dans leur jeu. Il y a de plus en plus de jeux, ça c'est du gaming en général, hein, c'est pas du jeu de baston. Mais il y a de plus en plus de jeux qui sortent quasiment que en démat, les DLC ne sortent que en démat. On a que les jeux qui nous intéressent, qui sont les plus gros jeux qui sortent pas nécessairement dématérialisés, mais qui vont avoir du contenu qui ne sont uniquement dématérialisés. Donc c'est pas le plus glorieux qui peut exister dans ce genre de choses, mais en tout cas c'est quelque chose qui arrive, quelque chose qui est déjà arrivé depuis longtemps et qu'on est obligé de deal depuis maintenant un certain bout de temps. C'est devenu le phénomène qui existe dans tous les jeux de combat, à savoir la sortie de DLC qui est évidemment en démat, qui accompagne la sortie du jeu au bout de 1, 2, 3 ans, en fonction en fait des licences, parfois même plus, 5 ans pour Tekken 7, plus de 5 ans pour Street 5, etc. Donc on a cette physicalité qui est de moins en moins présente, malgré le fait qu'on a des jeux qui sortent en nouvelle édition 2 ou 3 ans après. C'est ce qui se passe avec Mortal Kombat, c'est ce qui se passe avec Tekken, c'est ce qui se passe avec Street Fighter, où le jeu sort en physique avec les DLC. Donc ça c'est pas mal déjà. Pour ceux qui veulent un petit peu rattraper le train et qui veulent quand même les résultats en physique de leur CD, mais il faut quand même compter les updates s'il y a des updates par la suite, surtout au niveau des mises à jour, des rééquilibrages des persos. Donc là ça part principalement ici du changement de mécanique qui a eu lieu sur certains jeux. Ce changement de mécanique là fait que la version 1.0 n'a strictement rien à voir avec la version qui est sortie après, que ce soit la version 2, la version 3, si on compte les saisons comme des versions supplémentaires ou si on les compte comme des versions incluses dans le jeu. Si par exemple Street Fighter 6 est à l'heure actuelle en 2.0, parce qu'on considère que la saison 2 est la 2.0, même si on n'est plus vraiment en 2.0 vu qu'on a un troisième personnage de la saison 2. Mais voilà, cette physicalité de jeu, est-ce qu'elle aide la FGC ou est-ce qu'elle la freine en fait? Et c'est une bonne question parce que c'est con, mais c'est très peu parlé ici, surtout au niveau des posts. Mais l'un des soucis que j'ai numéro 1 sur le manque de physicalité du jeu, c'est pour les TO. C'est pour les organisateurs de tournois qui, eux, sont obligés d'acheter les DLC sur tout leur setup s'ils ont l'intégralité de leur setup qui ne sont pas fournis par la communauté, ce qui est généralement le cas. C'est plus facile pour un TO. Par exemple, j'ai organisé des tournois majoritairement sur PC et j'avais besoin que d'autres joueurs viennent avec leur compte pour pouvoir débloquer le jeu sur leur compte et pouvoir jouer avec plusieurs setups et pas juste moi en train de débloquer mon compte personnel sur chaque setup pour que chaque setup ait tous les persos ou tous les costumes ou autres. Par exemple, ça a déjà arrivé très fréquemment
qu'on avait besoin de certains costumes pour ces costumes-là, on en avait besoin pour certains joueurs de tournoi. Donc il mettait son compte sur le setup de stream au lieu de mettre le compte principal du Théo, qui était moi. Donc ça posait aussi problème parce que un compte ne pouvait ne pas avoir de DLC ou pouvait avoir des DLC mais il manquait la saison 1 ou il manquait la saison 2 ou ce genre de choses. Donc il y a plein de problèmes qui arrivent là-dessus, surtout si on n'est pas en contact direct avec l'éditeur qui peut nous fournir les DLC sur les jeux et les setups qu'on a. Donc c'est tout un problème qui existe et qui mérite d'être souligné. Donc au moins il y a ce poste-là qui est là pour en parler. Et c'est important d'en parler parce que c'est ce genre de choses qui concernent évidemment tout le gaming, mais qui concernent aussi bien le jeu de combat, parce qu'on a toujours eu l'habitude du physique pendant très très longtemps. On oublie hein, généralement, mais avant Street 4 et avant Street 5, il y avait des années et des années, voire même des décennies de jeux de combat et de tournois de jeux de combat. Donc faut pas oublier ces années-là qui étaient principalement basées sur le jeu physique. Ensuite, les personnages à charge ont l'air de disparaître un peu. Déjà, c'est un mauvais poste, c'est du topic, ce n'est pas du communauté. Donc, on parle de Guilty Gear qui n'a que 3 personnages à charge. Il y a Axel qui n'est plus un personnage à charge sur Guilty Gear Strive. Street Fighter 6 a 6 personnages à charge. Il y a de moins en moins de personnages à charge. Il y a des personnages qui ont d'abord commencé en étant à charge et qui sont devenus non-charge, comme Bison dans Street Fighter, enfin Dictateur dans Street Fighter 5, ou le cas le plus probant, Claw, donc Griff, dans Street Fighter 5. Parce que Dictateur a quand même certains de ses coups qui sont à charge, malgré le fait qu'il a un dragon et un reflex qui fait aussi office de boule. Donc il y a de ça. Mais ça a l'air de disparaître parce que de plus en plus de jeux, par exemple, ne mettent plus de perso à charge. Je prends en compte DB Fighters qui n'a plus du tout de personnage à charge du tout, en fait, c'est tout le jeu. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Il y a des jeux qui n'ont pas de motion input tout court, de XKO, Power Rangers Battle for the Grid, Fantasy Strike et d'autres jeux dans le genre. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. On peut bypass les charges de Chun-Li, on peut bypass certaines des charges de Gal sur Street 6. Donc il y a plein de choses qui font qu'on ait une impression que les charges caractères sont en train de disparaître. Ça c'est chiant parce que ça apporte moins de variété. Ce qui est pas faux, c'est ce qui a été pointé sur ce commentaire-là. Après, le plus marrant, c'est que fut un temps où on considérait les charges caractères, les charges input comme plus faciles que les quarts de cercle à faire, surtout sur manette. Et c'est devenu de moins en moins le cas depuis que Street Fighter 4 a introduit les sticks. Et après Street Fighter 4 et Marvel vs Capcom, on a eu les hitbox, ou les leverless si vous préférez, comme les joueurs clavier, où vraiment faire un quart de cercle, c'est juste 2 boutons, littéralement. Et on a ce genre de choses là-dessus. Et on a des manettes qui deviennent, encore une fois, de plus en plus faciles à faire tout ce qui est quart de cercle et motion input. Donc si je prends la manette d'Xbox, ici c'est bien plus facile à faire, surtout si on la manipule avec le pouce, de faire les quarts de cercle et les coups classiques qu'on connaît. Donc il y a de ça aussi, il y a de ça aussi à prendre en compte. C'est d'autant plus chiant que ça apporte un manque de diversité, mais c'est contré par le design qui est fait sur les autres personnages. Mais une majorité des personnages maintenant vont avoir des cartes de cercle, tandis qu'une minorité des personnages de moins en moins vont avoir des persos à charge. Donc ça c'est aussi important à voir
pour vraiment voir comment ça se passe sur ce type de jeu-là. Donc ouais, là on parle de personnages qui ont des indicateurs de charge et qui ne sont pas nécessairement des personnages à charge. C'est ce qui se passe avec ce qui passe avec pas mal de personnages. Dans Pokken, il y avait aussi des personnages comme Blaziken qui avaient un coup qui pouvait être chargé, et pendant qu'on chargeait le coup, on pouvait se déplacer. Mais charger le coup nécessitait d'appuyer sur le bouton Y, de rester appuyé sur le bouton Y et de lâcher le bouton Y, donc en Negative Edge, pour pouvoir faire la sorte de flash kick de Blaziken. Blaziken, je me souviens plus de son nom en français d'ailleurs. C'est peut-être carrément Blaziken, mais je suis pas sûr. C'est le truc, c'est que c'est pas instinctif et c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Donc c'est aussi un débat intéressant à prendre en compte, et c'est ce genre de choses qui existent et qui devraient en être parlé un petit peu plus souvent en dehors du subreddit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sortie de Mai. Et ouais, ça fait un bout de temps quand même que j'ai pas fait ces vidéos là. Donc on a la sortie de Mai qui est sortie, qui a l'intégralité de son contenu, qui a évidemment le contenu, le contenu comme les trials, comme tout son contenu Battle Hub, un stage à elle, etc. Donc tout son contenu Battle Hub, tout son contenu World Tour, les trials, tout ce qui est avancement en fighting ground, voilà, combo trials, customisation, les costumes, etc., etc. Ça fait un bout de temps maintenant que c'est sorti, donc c'est pas nouveau, mais voilà, au moins ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être sorti pour les gens qui l'ont apprécié quand même. Parce que la plupart des gens qui ont pris le perso et qui l'ont acheté ont vraiment apprécié le perso, et ont vraiment apprécié le geste de Capcom, qui l'ont trouvé, enfin certains en fait ont trouvé le perso meilleur au niveau de son design que ce qu'on peut voir dans Fatal Fury City of the Wolf, voire les anciens Fatal Fury, comme Garou ou autre. Enfin, Garou, le personnage n'était pas présent, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, là c'est tout un débat en fait sur savoir si le personnage est réellement aussi bien designé qu'on le dit. Et c'est marrant parce qu'il y a ce débat là qui existe sur voilà, est-ce que ce personnage là a été mieux designé par la team qui n'a pas créé le perso, mais qui ne fait que l'utiliser, plutôt que ceux qui en détiennent réellement les droits, comme SNK. Diesel Legacy, donc un jeu indé plutôt sympa. Donc j'en ai déjà parlé, je pense, je crois, sur des anciennes revues, qui était à 8€ pendant quelques jours sur Steam. J'aurais voulu le choper à 8€, c'est dommage. S'il rebaisse en prix, je le chope direct, parce qu'il a l'air vachement sympa. En fait, c'est un jeu à triple lane, avec pas mal de personnages. Donc voilà. C'est la deuxième fois qu'on a un jeu de combat, malheureusement, où l'éditeur du jeu de combat est parti en banqueroute. Donc l'argent ne va probablement pas aux développeurs, vu qu'ils ont été virés. Et c'est super triste, mais ça fait partie de ce genre de jeu qui mérite quand même d'avoir une commu et d'être joué, parce que c'est un 2v2, parce qu'il y a 3 lanes, parce que les personnages sont intéressants à jouer, etc. Donc je le streamerai, je pense, dès que je l'aurai. Et j'ai bien envie de le stream avec quelqu'un, parce que comme ça on peut faire du 2v2 et on peut faire des choses cool. Le line-up de l'Evo, ça les gens adorent en parler tout le temps.
C'est toujours intéressant d'en parler, c'est toujours intéressant de le voir. Les usual suspects sont là. Hein. Honnêtement, il y a rien de surprenant. Les usual suspects, évidemment, Street 6, Tekken 8, Guilty Gear, Grand Blue, Under Night in Birth, qui est un peu surprenant, mais pas vraiment, parce que on sait que la communauté aime bien son petit jeu French Bread. Mortal Kombat 1, Fatal Fury City of the Wolf, évidemment. Et Marvel vs. Capcom 2, qui est le représentant indépendant, non, pas indépendant, le représentant oldies de l'Evo depuis First Strike et, si je ne me trompe pas, 2X. Non, il n'y a pas eu 2X. Il y a eu First Strike, en tout cas. Depuis First Strike, on a l'impression, c'est peut-être pas vrai, mais on verra après, on verra après par la suite, qu'il y a au moins un slot dans les 8 ou 9 jeux de l'Evo qui sera réservé à un jeu oldies. Un jeu qui a fait la réputation et la carrière de l'Evo. Marvel vs. Capcom 2 a fait 10 ans à l'Evo, c'est sa 11e année. Il aurait dû être à l'Evo avant, mais ça a été stoppé par la pandémie. Par le Covid. Et donc, c'est revenu avec cette année pour Marvel vs. Capcom 2, qui beaucoup de gens attendaient ce tournoi. Et ça va être pas mal parce que il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ont poncé le jeu et beaucoup de légendes qui sont attendues pour savoir s'ils sont prêts à récupérer leur glorieuse année, leur glorieux titre, comme évidemment Justin Wong Justin Wong, Yipes et Sanford Kelly, qui sont considérés comme les 3 dieux entre guillemets. Parce que God Don't Bleed, comme dirait Yipes, et ces gars-là ont bien saigné face au reste de la communauté de MVC2. Donc ces trois-là on va les voir et on va les attendre pour savoir si ces trois-là vont être intéressés à reprendre le jeu pour reprendre un peu leur place. Et chose intéressante, 8 jeux juste en bas qui ont appelé le Extended Lineup. En gros, c'est des jeux communautaires organisés par la communauté en tournoi, mais qui sont officialisés par l'Evo. Donc on va avoir leur top 8 dans les chaînes officielles de l'Evo. Le seul Point Fighter, c'est Rivals of Fever 2, juste là. Sinon, tout le reste est en mode traditionnel, même si je déteste ce terme. Mais tout le reste est en classique FGC. Virtua Fighter 5, yes, ce jeu est super, faut y jouer. KOF 15, yes, ça va donner aux gens l'envie de continuer à jouer à KOF 15, c'est très bien. BlazBlue Central Fiction, yes, on en a marre de voir Cross Tag Battle prendre la place de BlazBlue, ce n'est pas un BlazBlue. BlazBlue Central Fiction est le véritable BlazBlue. Killer Instinct, yes, c'est vraiment bien de voir ce jeu parce que il mérite d'être montré et surtout ça peut faire un petit peu cogner Microsoft pour une éventuelle suite, parce que j'aime pas ça en fait. Pour moi, Virtua Fighter 5 et Killer Instinct sont dans le même échelon, dans le sens où ce sont des jeux entre guillemets parfaits. Ils ont l'intégralité de leur contenu, sur l'intégralité de leur licence, avec l'intégralité des choses qu'on pourrait demander à ce genre de jeu. Oui, Virtua Fighter 5 va avoir une suite, il va avoir Virtua Fighter 6, mais merci Rabé, je te souhaite un bon dîner en famille, merci d'être passé. Et en espérant que tu rattraperas ces news-là sur YouTube dès que je les publierai incessamment sous peu. Mais ouais, donc Killer Instinct et Virtua Fighter 5 sont entre guillemets des jeux parfaits pour moi. Ah ouais, enfin ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de revue, donc ça c'est clair et net que ça méritait d'être dépoussiéré. Qui n'ont pas besoin de nouveaux contenus en fait. Le Killer Instinct, vous n'avez pas besoin de créer de nouveaux contenus parce que tous les personnages sont là. Tous les terrains sont là, l'intégralité des musiques sont là. À quoi ça sert? Donc, Virtua Fighter 5 Revo, même s'il va avoir un 6, pareil, à quoi ça sert? Est-ce qu'on a l'utilité d'avoir un 20e perso qui n'est pas dural et qui devrait être représenté dans Virtua Fighter 5? Pas vraiment. Virtua Fighter 6 existe parce qu'il va réellement changer le game. Il va complètement changer ce que Virtua Fighter 5 était. Virtua Fighter était jusqu'à Virtua Fighter 5. Et Virtua Fighter 5 n'a pas changé les choses non plus en fait.
Ils ont juste rééquilibré les choses par rapport à VF4 et VF3. Donc, ça c'est le genre de choses qui me plaisent là-dessus. Ensuite, Samurai Shodown, on a un troisième représentant de SNK, toujours bien. QT Gear Xrd, Rêve 2, yes, j'adore ce jeu, il mérite d'être visualisé encore plus, et ça fait une représentation supplémentaire pour la série Guilty Gear, et surtout pour Arc System, en plus de Under 19 Nerf techniquement, parce qu'il a été publié par Arc System, mais surtout BlazBlue. Et Capcom vs SNK2, qui est le deuxième jeu Oldies, qui représentera un petit peu cette série de Oldies que les gens aiment, qui sera probablement joué sur la version sur PS5, PS4 et Xbox, qui est Capcom Fighting Collection 2 quand il sortira. Donc voilà, plutôt bonne liste, je trouve. Je trouve que la liste est vraiment goldée, et beaucoup de gens pensent la même chose, surtout sur les jeux qui méritent d'être revenus. C'est bien d'avoir une IL en tant que main stage. Une I2 mérite carrément d'être en main stage. Pas de DBFZ sur l'Extreme Dead. Beaucoup de gens considèrent que c'est un peu pourri. Mais c'est pas très grave parce qu'on a l'Evo France, et l'Evo France va avoir Dragon Ball Fighters. Donc bon. Mais ouais. Ça peut être marrant, ça. Que tous les joueurs de Rivals se présentent et ramènent plus de joueurs qu'MK1. Oui. Ça peut être marrant. On verra bien ce que ça donne pour MK1. Si ça se trouve, ça va devenir un petit peu de courage à MK1 pour essayer de faire ramener plus de monde que pour Rivals. Alors, on a une update pour le donc la update du créateur d'un des directeurs de Iskao. On a le texte qui a été republié juste ici. On a vu l'hystérie qui a été publiée sur plein de subreddits et sur le Discord. En attendant l'update de février, il y a eu pas mal de désinformations. Ils étaient en train de planifier un gros global playtest pour le mois prochain, donc le mois de mars. Donc le mois de mars aura une grosse alpha lab. Going to focus on running a much smaller one than alpha lab 1 while we building out the infrastructure needed to make sure you can get the game to even more players hand later this year. Donc ils vont concentrer le jeu sur un public un petit peu plus restreint pour pouvoir le donner à plus de gens qui ne l'avaient pas au moment de l'alpha lab. Voilà, on aura toujours... On a une discussion sur une nouvelle fuse, on l'a collé Sidekick. Sidekick, your point and assist never switch. Instead, your assist champ stands sidelined to support your point champ, who gains additional F. Oh, ça c'est intéressant ça. On a une nouvelle fuse. On aura une nouvelle fuse d'ici la bêta de mars, qui est la fuse Sidekick, et la fuse Sidekick, comment on parle ça? Un assistant, la fuse assistant, où il n'y aura pas de tag. Il n'y aura ni tag ni assist. Donc ça c'est intéressant. Le bouton tag sera complètement désactivé, mais il y aura de la vie supplémentaire pour le point et l'assist caractère dès que le point caractère sera mort et dès que l'assist caractère arrive. C'est pas mal pour les duos qui ne veulent pas forcément synergiser à fond. C'est pas mal pour les solos qui veulent jouer seuls et qui veulent avoir un petit peu plus de vie. En fait, ça va être pas mal pour les nouveaux joueurs. Voilà. Mais ça va pas empêcher les joueurs en tag d'être très avantagés par rapport au système. Le système avantage bien plus les gens en tag que autre chose.
Ouais, donc le jeu ne sortira pas avant août. Et ce qui est un given, hein, évidemment. Le jeu n'a pas intérêt à sortir avant août, ça c'est clair et net avec le peu de personnages qu'il présente. On sait qu'on a Jinx et on a un 8e personnage qui pourrait présenter pour la bêta de mars. Mais est-ce qu'on a réellement besoin d'une sortie au plus vite, sachant qu'on a à peine 8 personnages? Pour moi, non. Pour moi, absolument pas. Donc ouais, voilà. Donc intéressant d'en voir. Et puis, je risque de créer beaucoup plus de contenu que d'habitude sur le jeu. Donc on va attendre et voir ce que ça donne. Ogre, qui est un tout nouveau personnage de Underlighted Birth 2, qui a énormément de contenu, qui a énormément de personnages, qui a des personnages qui viennent directement du lore du jeu. Ce personnage-là a été énormément demandé par beaucoup de gens dans le lore. C'est intéressant à voir. Je crois que c'est un personnage qui s'est fait battre par des boss dans le jeu. Et il décide un petit peu d'être vraiment stylish et très MJ dans ses mouvements. Là tout de suite, hein, on voit l'aspiration à Michael Jackson, comme évidemment comme d'autres personnages comme Azama dans BlazBlue ou Terumi, qui sont les mêmes personnages évidemment. Donc voilà, c'est pas mal. On a du style. On a toujours eu du style dans le jeu. Hein. Le jeu est juste bourré de style. Donc là-dessus, ça ne fait que participer à ce qui existe déjà. Ça, c'est sa réelle forme à Ogre. Et on a sa forme humaine qui est un petit peu plus stylish, avec sa petite veste et sa chemise en soie. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Intéressant. On verra. Enfin, le personnage est déjà sorti, donc on a déjà vu les folies que ce personnage apporte. Et on va aussi avoir Izumi comme 3e personnage qui va sortir en août après l'Evo. Ensuite, on a la sortie de Global Match sur Steam. Donc enfin, King of Fighters 13 avec du rollback. Beaucoup de gens se sont plaints d'une chose, c'est que ce jeu-là, il est payant par rapport à sa sortie officielle sur Steam. Ce qui fait que si vous avez déjà le jeu sur votre bibliothèque, il coûte 7 € pour avoir le upgrade. Mais si vous n'avez pas l'update, il coûtera 20 €. Beaucoup de gens ont gueulé en disant là, Guilty Gear Xrd, quand il est sorti avec son patch rollback, ils nous ont pas demandé de thunes, le patch était gratuit. Pareil pour BlazBlue, pareil pour 2000 DUM, mais bizarrement 13, on nous demande de l'argent. Pourquoi? Bonne question. La Galaxy Edition est déjà sur GOG. Bon, c'est pas un petit détail. Online, borderline playable, ouais. Bon. Shattering Expectation, ouais. Forcément. Ouais, donc beaucoup de gens se plaignent. Même le rollback apparemment est pas si bien que ça. Mais en tout cas, beaucoup de gens attendaient impatiemment la sortie de Global Match, donc la version rollback sur Steam, parce qu'elle était exclusive sur PS4 à sa première sortie. Maintenant, ils l'ont. Donc bon, c'est une bonne nouvelle comme une mauvaise. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, sur Steam, il s'est mangé pas mal de mauvaises reviews. Et dernière news, ou dernier topic, et avant-dernière news, Fatal Fury City of the Wolf, la sortie de Kain, le fameux personnage qui était uniquement débloquable via un code sur Underlighted Birth, sur Mark of the Wolf, qui est maintenant un personnage complètement choisissable dès le départ, donc qui est Kain sur le jeu. Le Kain a
plus ou moins gardé son style d'époque, mais comme j'en parlais avec un pote parce que j'y jouais ce matin, il est pas très beau. Je sais pas si c'est la 3D qui le rend pas super stylish, mais l'impression un peu cartonnée de ses costumes, sa coupe de cheveux qui fait un peu penser à une poupée. Non, je suis pas méga satisfait de la DA générale du jeu parce que je m'attendais un petit peu plus qu'à juste du KOF 15 amélioré, quoi. Bon, ça rend le jeu quand même. Enfin, ça reste que le jeu au niveau de son corps, au niveau de son corps gameplay reste extrêmement bien. Mais on a eu quelques années après la sortie de KOF 15 et on n'a pas l'impression d'avoir vu réellement les détails être subjugués dans le jeu. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas moi c'est plus ou moins ce que je pense. Le jeu, on connaît déjà les DLC, on connaît déjà les personnages qui vont sortir en DLC. Ça n'a pas été mis directement ici, mais je vais le mettre moi-même, ce sera plus facile. Il faut que je cherche directement sur la vidéo. Hop. Non, il n'était pas ici. C'est pas grave, je vais la retrouver. Non. Alors. Voilà, c'est les vidéos que je cherchais. Hop. Je vais la mettre là. Désolé pour le son. On connaissait déjà les DLC, mais je vais quand même le dire. Je vais quand même le montrer ici. Évidemment, ça va parler. La DA est plus sympa que KOF 15, ça c'est clair et net. Donc, on nous a déjà montré les personnages. On a Andy, on a Ken, on a Joe. Joe avec des lunettes, pourquoi pas. On a Chun-Li et on a Mr. Big. Donc c'est intéressant, c'est les 5 personnages qu'on va avoir en DLC pendant toute l'année 2025 et 2026. Et ça va être ces personnages-là qui vont ajouter un petit peu plus de choses et d'autres dans Fatal Fury. Et ça va être pas mal du tout. Voilà. Les personnages Street Fighter vont être pas mal. Mr. Big, on a pu vieillissant et en tant que personnage normal va être pas mal aussi. Non, ça à voir. Ça à voir. Ça à voir, c'est intéressant. J'ai pu jouer à la bêta d'ailleurs. J'ai pu jouer ce matin avec Vermine et j'y jouerai probablement juste après ce stream. Histoire d'y jouer un petit peu de mon côté. Et puis voir ce que ça donne. Il y a eu un débat qui a été soulevé par contre. Il y a eu un débat. En fait, le jeu a à peine une journée. À peine une journée, il a été craqué. Voilà. Et quand ils ont craqué le jeu, ils n'ont pas juste craqué les contenus de la bêta. Ils ont craqué beaucoup plus que ça. On a eu certains personnages en DLC, d'autres personnages qui n'étaient pas sortis dans la bêta mais qui vont sortir dans le jeu principal. On a évidemment le training mode. On a certains trials qui sont accessibles, plein de choses de ce genre. Donc ça craint parce que ça a été plus ou moins bien expliqué par Diuna dans cette vidéo. Donc là, il dit évidemment dans toute cette vidéo-là, dans toute la partie de la vidéo, il explique que on conseille personne de craquer la bêta et de la jouer avant la sortie du jeu. Et évidemment, c'est illégal, ne le streamez pas, ne faites pas ça, le niveau maximum de la bêta, etc. etc. Par contre, il y a un souci. Il y a ce truc-là. Il
et l'eSport World Cup. Et ce tournoi-là, sur Fatal Fury City of the Wolves, qui va sortir 3 mois, enfin le tournoi va avoir lieu 3 mois après la sortie du jeu, aura 1 million de cash prize. « 1 million de cash prize, et on a déjà une bêta craquée avec un rollback netcode, à mon avis, qui pourra être craquable, mais je pense pas. Donc un training mode, peut-être une accès au versus mode. S'il y a un accès au versus mode, il y a un accès online, vu qu'il suffit juste de jouer au jeu avec Parsec. Donc ça pose un gros problème. On a un jeu avec un cash prize d'1 million de dollars qui pourra techniquement être joué 2 mois avant sa sortie. Et avec pas mal de persos, hein, pas juste les 8 persos qu'on a en accès sur la bêta. Bon. Difficile à dire si c'est bien ou pas bien. Mais bon, il y a beaucoup de gens se plaignent au niveau des devs. Les devs n'auraient pas dû laisser ce genre de choses passer. C'est les devs qui ont été ineptes à ne pas laisser les gens avoir accès à cette bêta. Il y a des gens qui font une comparaison porno, ce qui est un peu bizarre. On connaît la sortie du jeu. Enfin, le truc, c'est que le point en plus d'avoir mal flagué son poste, le point du gars, c'est de dire on va stopper les gens d'avoir un training mode complet avec tous les personnages, comme ça ils vont pas nous faire chier à hacker le jeu et à avoir accès quand même à ce training mode. Sauf que ça a rien arrêté du tout, hein. Ils ont accès à l'intégralité du training mode quand même, ceux qui ont craqué le jeu. Donc bon, mais ça pose des gros problèmes parce que encore une fois, un cash prize à 1 million de dollars 3 mois après la sortie du jeu et 5 mois après maintenant. Donc si par exemple j'étais un top player, je n'hésiterais pas une seconde à jouer à la version craquée. Il faut que je considère que l'intégralité des joueurs qui sont autour de moi vont jouer à cette version, parce que ça me donnerait un désavantage que les autres joueurs n'auraient pas. Pourquoi est-ce que je ne jouerais pas ? Parce que j'ai accès à l'intégralité de ce contenu-là directement online. Moi, je le ferai pas. Hein. Je l'ai pas fait pour Street, je le ferai pas pour Fatal Fury. Mais moi, je suis pas un top player. C'est ça la différence. Et moi, je vais pas viser ce million de dollars. Je risque pas de le toucher. Mais pour des gens qui potentiellement pourraient y avoir accès, il suffit qu'ils le streament pas et ils y vont à gogo, hein, sur la bêta. Hein. Et ils en ont rien à foutre. Hein. Et ils accordent un petit peu plus de temps dans leur stream schedule pour se reposer un peu plus. Mais ils se reposent que dalle. Hein. Tout ce qu'ils vont faire, c'est jouer à la bêta. Tu vois, donc bon. Moi, je trouve que ça craint, mais tristement, c'est le jeu Monopoly 7. C'est ce qui se passe quand on propose des bêtas. Et généralement, à chaque fois qu'il y a des bêtas qui sont proposées, le jeu est craqué à la seconde. Surtout quand les bêtas sont présentes sur PC. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces news. Encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir newsé avant. J'aurais bien voulu, mais je l'ai pas fait. Pas beaucoup de news, et puis surtout la flemme un peu puis la maladie et plein de choses. Mais bref, enfin, je ne vais pas vous raconter les détails en boucle. Mais à partir de maintenant, je vais faire en sorte que toutes ces news-là arrivent toutes les semaines. Toutes les semaines, il y aura une petite news, une petite revue d'environ 1 heure. Et comme ça, on pourra bien traiter de l'actualité de la communauté, de ce qui s'est passé la semaine précédente. Et comme ça, on sera tranquille pour toutes les semaines. Sur ce, je vous dis merci. Je vais clore ce stream et clore cet enregistrement. Évidemment, je vais vous trouver ces vidéos directement sur YouTube, et vous allez trouver l'intégralité de l'extrait sur Twitch.
même s'il disparaîtra au bout d'une semaine, parce que je ne conserve pas les vidéos sur Twitch. Si je veux conserver les vidéos, je les mets directement sur YouTube. Je sais qu'il y a un bordel qui se passe, surtout chez les speedrunners et autres, où Twitch va couper les streams couper les enregistrements de stream de 1000 heures à 100 heures. Maintenant, on n'aura que accès à 100 heures d'enregistrement de stream. Ça pose problème pour beaucoup de gens. Ça ne pose pas problème à Bibi parce que moi je stream largement moins de 20 heures par semaine, donc ça se coupe à chaque fois. Mais ça pose des problèmes à pas mal de gens. C'est une news qui circule et qui est chiante pour beaucoup de gens. Donc voilà. Sinon, je vous dis à la prochaine. Et en espérant que vous passez une bonne semaine. Je serai en train de streamer du VF et du Street 6 pendant tout le reste de la semaine. Et puis, en espérant vous voir pour la semaine ou en espérant vous voir pour un autre temps. Ciao!